Ils sont étincelants, inestimables et pour certains, phosphorescents. Comment peut-on ne pas être amoureux des pierres et des minéraux? Les couleurs, les formes. Ils sont les constituants fondamentaux de la civilisation moderne. Sans ressources minérales, on n'aurait pas de télévision, pas de voiture, pas de bâtiments. Pourrait-il également nous aider à résoudre le plus grand mystère de tous les temps, l'origine de la vie? Les roches nous le disent. La vie n'aurait pas pu naître sans elles. Malgré son caractère froid et inanimé, la roche pourrait-elle détenir le secret de l'émergence du vivant sur Terre? De l'Australie jusqu'au Maroc, nous sillonnerons la planète et remonterons le cours du temps pour enquêter sur l'origine et l'évolution de la vie. Quand on regarde une pierre, on ne voit rien. Pourtant, elle porte la signature de la vie. Du jaillissement de la première étincelle On racontait qu'ils avaient recréé Frankenstein en éprouvette. à la survie des plus aptes, C'étaient des bêtes immenses. Des requins de 15-20 mètres. tout serait-il lié à un lien secret entre les roches et la vie? Le souk de Marrakech est un marché grouillant de vie et de couleurs qui perpétue une tradition millénaire. C'est l'endroit idéal pour se demander comment cette chose exotique, belle et parfois étrange que l'on nomme la vie a commencé. Comment la Terre, qui n'était au départ qu'une boule de roche fondue sans aucune forme de vie, est-elle devenue une planète peuplée d'organismes aussi divers que spectaculaires? Cette question a longtemps laissé les scientifiques perplexes. Le géophysicien Robert Hazen tente aujourd'hui de montrer que nous avons oublié un ingrédient essentiel dans la recette de la vie, les roches. Regardez cette veine de calcite. Rien ne semble moins vivant qu'une pierre. C'est inanimé. C'est l'antithèse d'un être vivant. Pourtant, on commence à se rendre compte que les roches ont joué un rôle fondamental dans l'apparition de la vie. Ce chercheur entend montrer la relation secrète entre les roches et la vie. Une relation qui a permis à la fois l'émergence du vivant et son évolution vers des formes plus complexes. C'est une toute nouvelle approche. Nos recherches montrent que la vie est tributaire des roches et que les roches sont tributaires de la vie, et ce, depuis 4 milliards d'années. Robert Hazen recherche des réponses dans la pierre. Mais est-il sur la bonne voie? Les roches sont-elles l'étincelle manquante de la vie? L'histoire de la Terre est incroyablement longue. Si on la ramenait à l'échelle d'une journée, toute l'humanité, depuis les premiers squelettes d'hominidés jusqu'à l'invention du portable, tiendrait dans les 4 dernières secondes. 20 minutes plus tôt, les dinosaures sillonnaient encore la planète. Mais la Terre elle-même s'est formée 23 heures auparavant, soit 2 tours d'horloge ou 4,5 milliards d'années. Comprendre la longue histoire de la Terre n'est pas une mince affaire. Sur ces 4,5 milliards d'années, on peut différencier 6 phases d'évolution. Robert Hazen propose un nouveau découpage de la longue histoire de la Terre qui met en évidence la relation particulière entre les roches et la vie. Il distingue 6 périodes, chacune représentée par une couleur différente.
Pour comprendre comment nous sommes arrivés à la phase actuelle, celle de la Terre verte, il nous faut remonter le temps jusqu'à la période précédant l'apparition de la vie. La première étape est la formation de la Terre noire. Au Maroc, Robert Hazen et Adam Aronson, spécialistes des météorites, sont à la recherche d'un fragment de roche datant de l'origine de l'univers. Wow, t'as vu cette pile? Ces pierres sont des météorites. Celle-là vient de Tamdakt. Elle est tombée à 20 km d'ici. Il y a eu des témoins. La chute d'une météorite en Sibérie a été filmée et des vidéos de l'événement ont été postées sur les réseaux sociaux. D'autres pierres tombées du ciel sont en vente ici, au Maroc. Tu l'achèterais sans faire d'analyse? Je la pécage s'il me fait un bon prix. Dans la région, les météorites peuvent atteindre des dizaines de milliers de dollars. Ce prix peut sembler élevé, mais ces pierres comptent parmi les plus anciens objets de notre système solaire. C'est le plus vieil objet que vous puissiez tenir dans votre main. Il a 4,6 milliards d'années. Il a été formé avant la Terre. C'est le tout premier matériau solide, la toute première roche de notre système solaire, et toutes ces pierres se sont agrégées pour former les planètes. La Terre s'est formée à partir des roches et des poussières présentes dans le jeune système solaire. Au fil du temps, des fragments de roches se sont heurtés et agglomérés pour former les planètes en orbite autour du Soleil. Au début, la Terre était constituée de matière en fusion. La température atteignait des milliers de degrés. Mais au contact de l'espace interplanétaire, la roche s'est refroidie et a commencé à se transformer. Rien, pas même un grain de poussière, n'a survécu à la période de la Terre noire. Notre planète était alors un véritable enfer. Des volcans expulsaient de la lave brûlante provenant des entrailles du globe. En refroidissant, cette lave a recouvert le sol d'une roche appelée basalte. Celle-ci était de couleur noire. Ce paysage paraît désolé. Pourtant, certains des éléments essentiels à la vie sont déjà présents dans ce matériau. C'est en examinant l'intérieur d'une roche, aussi ordinaire soit-elle de l'extérieur, qu'on comprend ce qu'elle a de fascinant. Quand on fait une coupe dans une roche, on trouve toujours quelque chose de spécial à l'intérieur. Les roches sont composées essentiellement de minéraux, des cristaux tels que le quartz ou le diamant. L'observation au microscope de très fines lames de roche permet de mettre en évidence leur composition minéralogique. Ceci est une lame de péridotite, une roche constituée de petits cristaux, dont l'olivine et le pyroxène. Même ce simple morceau de basalte noir, éjecté d'un volcan, apparaît comme un patchwork de minéraux colorés. C'est comme un cake aux fruits. On coupe une tranche et on découvre des noix, des fruits secs, des zestes de citron. Le cake est composé de plein de petites choses. Et c'est seulement en le coupant qu'on découvre toutes ces choses à l'intérieur qui font sa spécificité. Les minéraux ne sont pas juste beaux à regarder. Ils possèdent des propriétés chimiques et physiques remarquables et sont à l'origine d'un grand nombre d'éléments chimiques constitutifs de la matière. C'est pourquoi ils sont indispensables à notre monde moderne. C'est grâce à eux que nos gratte-ciel sont aussi hauts et nos téléphones portables aussi petits. Le molybdène
extrait de la molybdénite, rend l'acier plus dur. Et le cobalt permet d'augmenter la durée de vie des batteries des portables. Les minéraux sont des constituants fondamentaux de nos sociétés. Sans ressources minérales, on n'aurait pas de télévision, pas de voiture, pas de bâtiments. Les remarquables propriétés chimiques des minéraux ont-elles également été déterminantes dans l'apparition de la vie? Si tel est le cas, on peut penser que la Terre nécessitait plus de minéraux que ceux qu'elle possédait au départ. On estime que les météorites qui ont formé notre planète ne contenaient environ que 250 minéraux différents, une sorte de kit de démarrage qui réunissait la plupart des éléments chimiques. Puis, dans les conditions de pression et de chaleur extrêmes qui régnaient sur la Terre lors de sa formation, de nouveaux minéraux sont apparus. Ainsi, notre planète a-t-elle changé d'apparence, passant du noir au gris. Le parc national de Yosemite est de formation relativement récente. Mais le type de roches dont sont composées ces impressionnantes falaises existe depuis bien plus longtemps. Ces immenses parois sont en granit, une roche qui contient des minéraux comme le quartz et le feldspath. Le granit constitue le socle des continents. C'est grâce à lui que l'on est passé à la période grise. À ce stade, la Terre est encore loin d'héberger la formidable variété de plantes et d'animaux qui font aujourd'hui la renommée du parc. Mais toutes les conditions sont réunies pour qu'apparaisse un nouvel élément dans l'histoire de notre planète. L'eau, qui va marquer le passage à la phase bleue. L'eau joue un rôle central dans toutes les théories sur l'origine de la vie. En effet, l'eau est un formidable solvant. Tous les différents types de molécules peuvent flotter dans l'eau et ont la possibilité d'interagir. Donc, le point de départ, c'est l'eau. À quel stade la Terre s'est-elle suffisamment refroidie pour comporter de l'eau liquide essentielle à la vie? Une des grandes inconnues de ce modèle, où on passe d'une terre noire à une terre grise, puis bleue, c'est la vitesse à laquelle cette évolution s'est produite. Ça reste un grand mystère. Le Pilbara, en Australie occidentale, est l'un des lieux les mieux préservés de la planète. C'est l'endroit idéal pour résoudre le mystère des premiers océans terrestres. Robert Hazen y rejoint une équipe de géologues réputés, dont Martin van Kranendonk de l'Université de la Nouvelle-Galles du Sud et John Valley de l'Université du Wisconsin. Les échantillons de roches qu'ils récoltent pourraient receler des indices sur la période où l'eau est apparue sur Terre. On aura peut-être du zircon et d'autres minéraux vieux de 4,4 milliards d'années. Espérons-le. Certaines roches contiennent des fragments à peine plus gros que des grains de sable qui proviennent de roches encore plus anciennes. Un fragment sur 1 million est un cristal appelé zircon, l'un des matériaux naturels les plus durables qu'on puisse trouver sur Terre. Le zircon est une pierre très prisée en joaillerie, mais le zircon microscopique que l'on trouve ici est encore plus inestimable. Les cristaux de zircon sont incroyables et très appréciés en bijouterie. Les géologues, eux, cherchent des grains minuscules. Ils ne seraient pas terribles montés en bague, mais ils racontent une fabuleuse histoire. Pour découvrir cette histoire, John Valley doit d'abord trouver ces petits cristaux. Une tâche longue et minutieuse. Pour trouver une aiguille dans une botte de foin, il faut d'abord brûler la botte de foin. Puis remuer les cendres pour localiser l'aiguille. Les roches sont pulvérisées en fragments de la taille de grains de sable qui sont ensuite triés par gravité dans une machine conçue pour isoler des paillettes d'or. L'or que cherche John Valley, ce sont des cristaux de zircon qui, parce qu'ils sont plus lourds, sont isolés du reste.
Avec beaucoup de dextérité, les chercheurs trient et analysent un par un des milliers de petits cristaux. La composition chimique d'un cristal de zircon contient des informations à la fois sur l'environnement et sur l'ère géologique dans lesquelles il s'est formé. Certains de ces petits cristaux seraient apparus un peu plus de 100 millions d'années après la naissance de la Terre. Ces minéraux, les plus anciens qu'on ait jamais découverts, pourraient nous renseigner sur l'aspect de notre jeune planète. C'est extraordinaire. Tenir un de ces grains de sable dans la paume de sa main, c'est littéralement remonter le cours du temps. C'est une machine à voyager dans le temps. John Valley pensait que ces cristaux confirmeraient la théorie selon laquelle la Terre primitive était recouverte de lave fondue, qui a continué à se refroidir après une phase de formation très violente. Le zircon sur la gauche a l'air très prometteur. Aussi a-t-il été très surpris en découvrant un type de zircon vieux de 4,3 milliards d'années et qui n'avait pu se former qu'en présence d'eau liquide. Comment pouvait-il y avoir de l'eau si la Terre était encore un grand brasier? Cela implique que sur la Terre primitive, il y avait de l'eau. La Terre était plus froide et plus humide. Elle ressemblait bien plus à la planète que nous connaissons. L'eau étant à l'origine de la vie, se pourrait-il que la vie soit apparue dès ce stade de l'évolution de notre planète? L'analyse de ce zircon montre que la Terre a constitué pendant très longtemps un environnement habitable. Cela ne signifie pas nécessairement qu'elle abritait la vie. Ça, on ne le sait pas encore. Mais il y a 4,3 milliards d'années, les conditions étaient déjà réunies pour que la vie apparaisse. Si la vie a pu émerger aussitôt, reste à savoir comment elle a commencé. En 1871, dans une lettre adressée à un de ses amis, Charles Darwin émet l'hypothèse que la vie serait née dans une petite mare d'eau relativement chaude. Une soupe d'éléments chimiques chauffés par les rayons du soleil aurait selon lui constitué un milieu accueillant où les molécules auraient pu se former et s'organiser pour créer la vie. Darwin était très en avance sur son temps. Cette bonne petite soupe chaude va nous mener très loin. Jeffrey Bada, de l'Institut d'océanographie Scripps à San Diego, a consacré sa carrière à l'étude de ce que les scientifiques appellent la soupe prébiotique. Il a débuté ses recherches sous la direction de l'un des plus célèbres spécialistes des origines de la vie, Stanley Miller. Certains événements dans l'histoire de la science ont révolutionné notre approche de l'histoire de la Terre et de la vie. Au début des années 1950, Stanley Miller, un jeune doctorant, et Harold Urey, prix Nobel de chimie qui travaillait à l'université de Chicago, réalisent une expérience incroyable où ils vont recréer l'environnement de la Terre primitive. On dirait le matériel de Frankenstein, mais c'est un dispositif très sophistiqué. Jeffrey Bada reproduit l'expérience de 1950 avec l'équipement original de Stanley Miller. Un des ballons contient de l'eau, qui est censé représenter l'océan. L'autre ballon ne contient que des gaz et correspond à l'atmosphère. Comme dans la nature, l'eau de l'océan s'évapore, s'élève dans l'atmosphère, puis se condense et retombe dans l'océan. Stanley Miller avait reproduit la composition supposée de l'atmosphère de la Terre primitive avec différents gaz tels que l'ammoniac et le méthane. Et c'est alors qu'il a eu un éclair de génie.
Miller et Urey ont décidé de produire des étincelles pour imiter des éclairs, un phénomène omniprésent dans l'atmosphère terrestre. Ils ont été bien inspirés car ces petites étincelles ont reproduit l'action des éclairs. L'énergie produite par les étincelles décompose les molécules de gaz et d'eau qui peuvent alors subir d'autres réactions chimiques. À leur grande surprise, quand ils ont déclenché le dispositif, au bout de 2 jours seulement, l'eau s'est teintée de rose. Quelques jours plus tard, une matière visqueuse noire s'est formée autour des électrodes. Les électrodes se couvrent de nouvelles substances, des composés organiques généralement associés à la vie. Et ce n'était pas n'importe quels composés organiques, c'étaient les acides aminés qui composent les protéines, les ingrédients de la vie. Les acides aminés sont les briques de base du vivant. Ils forment les protéines qui sont les composants essentiels des muscles et autres tissus. Les gens se sont dit « Ah, on a franchi une étape essentielle ». And you really believe that you can bring life to the dead? That body is not dead. It has never lived. I created it. À l'époque, les gens craignent que cette expérience ne débouche sur la création d'un monstre comme Frankenstein. On racontait qu'ils avaient recréé Frankenstein en éprouvette. It's alive! Now I know what it feels like to be God. Les deux chimistes ont-ils recréé la vie dans un tube à essai? La presse a affiché en gros titre « La vie recréée en laboratoire ». La vie créée in vitro. C'était bien évidemment faux. En fait, ils avaient fabriqué des composés essentiels à la vie. Parce qu'elle a permis de créer des acides aminés, l'expérience de Miller-Urey semble confirmer l'hypothèse de Darwin. La vie a sans doute commencé dans une mare peu profonde. Pourtant, 24 ans plus tard, une découverte étonnante va remettre en cause cette théorie. Dans les profondeurs océaniques, à plus d'1,5 km de la surface, des explorateurs découvrent des sources hydrothermales brûlantes et riches en minéraux, des sortes de volcans sous-marins. La température de l'eau y atteint plus de 600 degrés. Pourtant, une vie abondante s'y est développée en exploitant non pas l'énergie solaire, mais l'énergie chimique de ces cheminées. Personne ne pensait que la vie pouvait prospérer sans lumière. Là, on a des températures et des pressions extrêmes, et il faut donc revoir nos positions. Ce n'est pas parce qu'un milieu est extrême pour nous qu'il est extrême pour ces microbes. Au lieu d'émerger dans une mare chaude et peu profonde, la vie aurait-elle pu apparaître dans cet environnement sombre et inhospitalier? Pour le savoir, Robert Hazen a décidé de recréer les éléments constitutifs de la vie dans des conditions similaires à celles d'une source hydrothermale. Ma première idée a été de reproduire l'expérience de Miller-Urey, mais à haute température et sous haute pression. Robert Hazen travaille à la Carnegie Institution for Science, un institut prestigieux qui a permis de recréer la pression intense qui règne au centre de la Terre à l'aide de dispositifs puissants appelés bombes haute pression. On parle de bombes parce qu'il y a un risque d'explosion. Robert Hazen et ses collègues ont adapté ces dispositifs pour modéliser l'environnement des cheminées hydrothermales dans un petit cylindre en or. Mais ils ont été plutôt déçus car il ne s'est rien passé. On peut prendre des gaz comme de l'azote, du CO2, des composés sulfurés, les mélanger, les placer dans un tube en or et les chauffer. On n'obtient pas grand-chose d'intéressant. Le simple fait de comprimer et de chauffer les éléments n'a que peu d'effet. Il manque l'étincelle de l'expérience de Miller-Urey,
le catalyseur des premières réactions chimiques. On s'est demandé ce qui était différent. Comme dans un environnement naturel, il y a beaucoup de pierres et de minéraux, on a décidé d'en ajouter. Robert Hazen recrée alors le cocktail de la Terre primitive en introduisant cette fois des roches et des minéraux réduits en poudre. Les roches vont-elles changer la donne? Le géophysicien relance l'expérience. Et cette fois, les atomes s'assemblent pour former de nouvelles molécules organiques et parmi elles, des acides aminés. Dès qu'on a placé des roches et des minéraux broyés dans les capsules en or, il s'est passé toutes sortes de choses étonnantes. Des molécules organiques sont apparues. Elles sont devenues plus stables, elles duraient plus longtemps. Et on s'est dit, ah, là on tient quelque chose. Les scientifiques continuent à débattre pour savoir si la vie est apparue dans des mares peu profondes ou des sources hydrothermales. Mais dans un camp comme dans l'autre, on s'interroge sur le rôle joué par les roches et les minéraux. Un laboratoire londonien pourrait apporter des éléments de réponse. On y étudie les propriétés d'un matériau pour le moins étonnant, la boue. La plupart des gens connaissent bien ce matériau. Il est très collant. Quand on pense à la boue, ça nous évoque généralement quelque chose de mou et de désagréable. Peter Coveney, de l'University College London, manipule la boue à un niveau très complexe. Il a conçu des modèles informatiques qui sont capables de suivre avec précision les mouvements de pas moins de 10 millions d'atomes. La boue peut contenir de l'argile, elle-même constituée des minéraux les plus courants sur Terre. C'est dans sa structure atomique que l'on découvre ce qui la rend collante et peut-être propice à l'émergence de la vie. Vous voyez ici la structure de base de l'argile. Elle est composée d'un grand nombre de feuillets empilés, comme des cartes à jouer. Les feuillets d'argile sont séparés par des espaces qui se remplissent d'eau et d'autres molécules. Ces surfaces, assez étendues, sont propices à la formation de molécules plus complexes, voire d'ARN. Une partie essentielle du code génétique commun à tous les êtres vivants. L'une des questions les plus difficiles sur l'origine de la vie, c'est de savoir comment on a pu passer de simples briques élémentaires aux structures complexes qui composent les systèmes vivants. L'argile offre un mécanisme qui permet de passer d'un stade à l'autre. Ces simulations montrent que le secret de l'argile réside dans ses surfaces. La surface de ces minéraux est incroyable, elle produit toutes sortes de réactions chimiques. Pour Robert Hazen, les minéraux, comme par exemple l'argile, illustrent un aspect fascinant de la chimie. Car la surface où les réactions se produisent peut être aussi importante que les ingrédients eux-mêmes. La chimie la plus délicate se déroule à la surface des solides. Votre corps, vos cellules, sont presque entièrement les surfaces sur lesquelles s'opèrent des réactions chimiques. S'agissant des origines de la vie, les minéraux remplacent en quelque sorte les surfaces de votre corps qui produisent ces réactions chimiques. Nous commençons enfin à comprendre le rôle caché qu'ont pu jouer les minéraux dans l'apparition de la vie. Ils ont fourni une partie des ingrédients et des surfaces sur lesquelles s'opèrent d'importantes réactions chimiques. Mais à laquelle des 6 périodes tout cela a-t-il commencé? Pour le découvrir, nous retournons en Australie, où Robert Hazen et ses collègues recherchent les traces des toutes premières formes de vie terrestre. Dire que ces roches ont 3,5 milliards d'années, on dirait qu'elles se sont formées la semaine dernière.
Martin van Kranendonk mène l'équipe vers un type très inhabituel de formation rocheuse. Là, regardez. Oh là là. Vous voyez ces structures laminaires noires? Oui. Et là, un peu plus haut, vous avez une grande structure en dôme. Oui. Ça ne peut pas être le résultat d'un simple processus chimique ou physique. Non. Ces inclusions étranges sont les restes fossilisés d'organismes vivants qu'on appelle des stromatolites, parfaitement préservés dans ces roches anciennes. C'est un site étonnant. On voit en fait ici la surface de la Terre primitive. C'était le fond marin il y a 3,4 milliards d'années, et j'ai l'impression de le voir s'animer. C'est comme un instantané. Mais plusieurs milliards d'années ont passé. Pour mieux comprendre les stromatolites, nous partons à près de 1300 km de là. David Flannery, un géologue, s'est rendu à Shark Bay, à la recherche des très lointains descendants de ces colonies primitives. Juste sous la surface de l'eau, il repère une série de monticules ronds et noirs. Des stromatolites vivants. Ce genre d'environnement moderne est très rare, mais il est essentiel pour interpréter le registre fossile ancien. Sans ce genre d'environnement, on ne saurait pas comment les stromatolites se sont formés. Tout comme les coraux, les stromatolites sont une structure minérale solide qui se construit couche par couche. Un examen plus approfondi permet d'en révéler les bâtisseurs. Des microbes, des organismes monocellulaires. La partie vivante, c'est uniquement la surface. Un tapis microbien fabrique les couches au rythme de moins d'1 millimètre par an. La couche de surface de ces stromatolites est vivante. Les microbes qui la constituent accomplissent un travail remarquable. Ils captent les minéraux et le sable présents dans l'eau et les cimentent couche après couche pour former ces monticules. On peut observer le fruit de leur travail à Shark Bay et dans les vieux fossiles. Je vais vous montrer un affleurement. Vous allez voir, c'est spectaculaire. Cet affleurement est unique. C'est asymétrique. Martin van Kranendonk a évalué l'âge de ce stromatolite à 3,5 milliards d'années. C'est le plus ancien fossile que l'on ait jamais trouvé sur Terre. On veut tous savoir d'où on vient, où la vie est apparue, quand, sous quelle forme. Et ça, c'est la plus ancienne trace de vie terrestre qu'on ait jamais découverte. Mais si les stromatolites sont les plus anciens fossiles connus, cela ne fait pas forcément d'eux les premières formes de vie. Martin van Kranendonk pense qu'à l'époque où les stromatolites sont apparus, la vie avait déjà beaucoup évolué. Ce sont des communautés et des colonies qui construisent des structures incroyablement complexes. On arrive un peu tard. Beaucoup de choses se sont passées avant. Et c'est cette complexité qui nous fait dire que la vie a probablement émergé très tôt sur Terre. Si les plus vieux fossiles connus à ce jour sont trop complexes pour constituer les toutes premières formes de vie, est-il possible d'en trouver de plus anciennes? C'est ce que tente de déterminer Ruth Blake, géologue à l'université de Yale, en menant l'équivalent géologique d'une enquête criminelle. Imaginons qu'un crime a été commis. Le criminel a disparu, mais il a laissé des traces derrière lui, parce qu'il a modifié son environnement. La chercheuse analyse certaines des plus vieilles roches terrestres, comme celle-ci, une roche qui s'est formée au fond de l'océan au Groenland et qu'elle a réduite en poudre. Elle recherche la signature chimique de la vie qu'auraient pu laisser des microbes, notamment des bactéries. On analyse l'eau piégée dans la roche. Notre biosignature se trouve quelque part là-dedans et il faut qu'on la détecte. Ruth Blake et son équipe dissolvent l'échantillon de roche et en extraient les molécules qui constituent la signature chimique de l'activité de microbes primitifs.
Tous les organismes vivants, comme ces microbes, consomment des nutriments pour produire de l'énergie. Et leurs déchets portent la signature chimique de la vie. Même aujourd'hui, nous, les humains, laissons derrière nous des empreintes chimiques. Quand on respire, par exemple, on absorbe de l'oxygène et on rejette du gaz carbonique et de la vapeur d'eau. Et cette vapeur d'eau interagit avec notre environnement. Étonnamment, des roches vieilles de 3,5 milliards d'années, comme les stromatolites d'Australie, portent également la signature chimique distincte de la vie. Mais en analysant les roches du Groenland, plus vieilles de 300 millions d'années, Roose Blake fait une découverte fascinante. Jusqu'à 3,5 milliards d'années en arrière, on a une signature biologique très nette. Pour les roches plus anciennes, ce n'est pas aussi marqué, mais on pense avoir quelque chose. Roose Blake pense avoir détecté des traces de vie datant de 3,8 milliards d'années, soit seulement 700 millions d'années après la formation de la Terre, le début de la phase bleue. Notre connaissance de la Terre primitive reste lacunaire, mais nous en avons aujourd'hui une vision plus claire. Si l'on pouvait retourner 4 milliards d'années en arrière, certaines parties du globe ne différeraient peut-être pas beaucoup de cette plage de Californie du Sud, exception faite des surfeurs et des caniches, bien sûr. On pourrait grimper au sommet de falaises de granit pour contempler des océans incroyablement riches en minéraux et abritant une vie microbienne abondante. Mais on mourrait rapidement dans de grandes souffrances. Asphyxié par l'atmosphère, riche en azote et en dioxyde de carbone, et pauvre en oxygène. C'est à cette époque qu'un phénomène incroyable s'est produit. Les insignifiants microbes qui flottaient dans l'eau ou étaient fixés sur les stromatolites ont commencé à tout modifier autour d'eux, rendant la Terre rouge. Oh, dis donc, c'est incroyable. Il y a peu d'endroits sur Terre où on peut voir ça. Un vestige de la Terre rouge est visible dans le bassin de Hamersley, au sein du parc national de Karinjini en Australie. Dans ces roches, Robert Hazen constate une conséquence étonnante de la prolifération et de l'évolution de la vie primitive. On observe ici l'un des processus les plus ingénieux que la vie ait jamais inventé, à savoir convertir la lumière du soleil en énergie. Des microbes comparables à ceux des stromatolites de Shark Bay ont commencé à exploiter l'énergie solaire par le biais de la photosynthèse. Cette activité a entraîné un dégagement massif dans l'atmosphère d'un élément nouveau, l'oxygène. Pour nous, l'oxygène est un gaz porteur de vie. Mais dans un monde qui jusqu'alors en était dépourvu, c'était un dangereux cocktail corrosif. Les océans primitifs étaient riches en fer dissous. Au contact de l'oxygène, ce dernier s'est oxydé et a précipité au fond de la mer. Ces microbes sont des êtres microscopiques. On ne croirait pas qu'ils puissent avoir une telle action. Mais ils ont produit cet oxygène qui a oxydé le fer des océans et on s'est retrouvé avec des couches de fer de milliers de mètres d'épaisseur s'étendant sur des centaines de kilomètres carrés. Couvrant une vaste zone, ces formations rassemblent 1000 milliards de tonnes de minerais de fer. Ce phénomène est la conséquence inimaginable de la respiration de milliards de microbes. Ce changement fondamental de la chimie de la Terre résulte de la hausse du taux d'oxygène. L'augmentation du taux d'oxygène, qui oxyde le fer et fait entrer la Terre dans sa phase rouge, engendre également la formation d'une multitude de nouveaux minéraux.
En tant que minéralogiste, quand je regarde l'histoire de la Terre, je vois de grandes transitions. Je vois l'impact qui a créé la Lune, je vois la formation des océans. Mais rien n'égale ce que la vie et l'oxygène ont fait pour créer de nouveaux minéraux. On estime que les météorites qui ont formé la Terre ne contenaient qu'environ 250 minéraux différents. Aujourd'hui, on en dénombre sur notre planète plus de 5000. Robert Hazen pense que les 2/3 de tous les minéraux qui constituent la Terre sont apparus suite à l'introduction d'oxygène, lequel a lui-même été produit en grande partie par des êtres vivants. C'est incroyable. Les roches créent la vie et la vie crée des roches. Elles sont étroitement liées et on commence tout juste à comprendre comment. Mais c'est une route mouvementée qui attend les êtres vivants et les roches. Alors qu'on s'achemine vers la phase suivante, de nouveaux continents se forment, puis se fragmentent, produisant des conditions climatiques extrêmes. Plongée dans un froid glacial, la Terre devient blanche. La quasi-totalité des êtres vivants disparaît de la surface du globe. Par chance, des volcans actifs percent la croûte de glace, crachant du dioxyde de carbone ou CO2. Agissant comme un isolant thermique autour de la Terre, ce dernier retient la chaleur et permet à la vie de se maintenir. La vie s'est pratiquement éteinte. Puis le taux de CO2 a augmenté, l'effet de serre s'est amplifié et tout à coup, la glace s'est mise à fondre. Cette alternance de cycles a de profondes conséquences pour les êtres vivants. La hausse du taux d'oxygène permet l'apparition d'animaux de plus grande taille. Les changements radicaux survenus au cours de la phase blanche nous amènent à la phase actuelle, qui a débuté il y a 540 millions d'années. Notre planète se couvre d'une multitude de plantes et d'animaux spectaculaires. Ces êtres vivants se livrent une guerre sans merci, où seuls les plus aptes survivent. Et là encore, les roches jouent un rôle non négligeable. Cette éternelle lutte est perceptible au Maroc au pied de l'anti-Atlas. C'est donc là que Robert Hazen et Adam Aronson tentent de trouver des indices d'un processus évolutif qui montre une fois encore que la vie et les minéraux sont étroitement liés. Il y a 520 millions d'années, cette vallée était recouverte d'une mer peu profonde, grouillant de nouvelles formes de vie. À cette époque, la Terre connaît une explosion de biodiversité. La vie prolifère dans ses eaux. À l'époque, si on avait plongé sur ce récif, on aurait vu toutes sortes d'organismes. Un spectacle étonnant et probablement très coloré. Un animal domine cet ancien récif, et c'est lui que cherche aujourd'hui Robert Hazen. Rien. Là non plus. Et là non plus. La chasse aux fossiles est un jeu de hasard et de patience. Mais très vite, le géophysicien va tomber sur une pépite géologique. Wow! Regarde ça! C'est incroyable. Un trilobite. Regarde, il y a une autre tête et là encore une autre. Deux de plus. Ce fragment est très riche. Les trilobites sont étonnants. Ce sont les plus vieux animaux qu'on puisse trouver. Ils sont préservés sous forme de fossiles qu'on peut tenir dans sa main.
Certains trilobites avaient l'apparence de limules et sillonnaient le fond marin. Si l'on en trouve encore aujourd'hui sous forme fossile, c'est qu'ils possédaient un avantage évolutif majeur, une carapace. La carapace du trilobite est constituée de carbonate de calcium, un minéral présent dans le calcaire, le matériau de construction utilisé pour les pyramides. Les êtres vivants se sont en fait mis à produire eux-mêmes de la roche pour leur propre usage. Un concept qui sera très largement décliné. Avec une carapace, vous pouvez survivre bien plus longtemps qu'un animal à corps mou qui en est dépourvu. Le trilobite possédait un avantage. C'est la survie des plus aptes. La carapace minérale du trilobite annonce une nouvelle phase de l'évolution des animaux et catapulte notre planète dans sa phase actuelle, la Terre verte. Une période d'une incroyable biodiversité. Qu'il s'agisse d'êtres humains ou de simples trilobites, de nombreux organismes doivent leur évolution et leur survie au monde des minéraux. Les carapaces, puis les os et les dents ont permis aux êtres vivants de devenir plus gros et plus résistants. Le vivant a utilisé les minéraux et en a fait un avantage évolutif majeur. Pendant des siècles, on a séparé le règne animal du règne minéral. Mais il s'avère qu'ils sont inextricablement liés. Ils ont coévolué. La vie fabrique des minéraux et les minéraux ont donné naissance à de nouvelles formes de vie. Ils sont indissociables. Les milliards d'années d'histoire de la Terre ont tissé des liens étroits entre la vie et les roches. C'est aux États-Unis, dans la baie de Chesapeake, que se trouve l'un des sites qui témoigne le mieux de cette histoire commune aux minéraux et à la vie, Calvert Cliffs. Robert Hazen et sa femme Margie y ramassent des coquillages et des dents de requins vieux de 18 millions d'années, époque où évoluaient des animaux marins massifs. Elle est belle, tu ne trouves pas? Sur la plage, on trouve des dents qui font 13, 15, parfois même 18 cm, avec des bords acérés, tranchants comme des rasoirs. C'étaient des bêtes immenses. Des requins qui faisaient dans les 15-20 mètres. Comparés à ces géants des mers, les requins blancs actuels sembleraient ridiculement petits. Et c'est grâce à des os et des dents fabriqués à partir de minéraux que ces squales ont pu atteindre une telle taille et une telle puissance. Ils se nourrissaient de baleines et ne faisaient probablement qu'une bouchée des dauphins. Ces animaux ne constituent qu'une petite partie de l'histoire d'une coévolution qui remonte au tout début de la Terre. La vie et les roches font tous partie de la même histoire. Étape par étape, tout au long de l'évolution de la Terre, les minéraux et la vie ont conjointement déclenché les réactions chimiques qui ont sculpté la planète que nous voyons aujourd'hui et contribué à créer la vie que nous connaissons. Dans cet endroit, on prend conscience de l'immensité du temps et de la constance des changements. La vie crée et sculpte notre environnement de manière assez incroyable. On se rend compte que la vie a le pouvoir de transformer la planète. Évidemment, les hommes transforment eux aussi la planète. On construit des villes, on construit des routes, on modifie la composition de l'atmosphère et celle des océans. Il va y avoir des changements planétaires. Ces changements, dont les conséquences commencent à se faire sentir, sont le dernier chapitre en date de l'histoire mouvementée de la Terre. Une histoire qui a commencé il y a 4,5 milliards d'années avec un bout de roche.